Trump, et c'est pour ça qu'à mon avis Trump a décidé de publier ce dossier, c'est que ça constitue une charge impitoyable contre tous ceux qui dénoncent. Trump a décidé de s'attaquer à l'État profond. Epstein est l'État profond. Bonjour Régis. Bonjour Joséphine. Alors il y a eu de nouveaux rebondissements dans l'affaire Jeffrey Epstein ce week-end, dont la démission de Jack Lang à l'Institut du monde arabe. Mais tout d'abord Régis, Donald Trump, en acceptant de publier de nombreux documents, s'est-il réellement tiré d'affaire ? Alors ce qui est très intéressant, c'est de revenir un peu sur la genèse de la publication de cette masse de documents incroyable par la justice américaine, environ 3 millions d'emails, de photos, de films parfois, qui ont été versés au dossier de l'affaire Epstein et qui jusqu'à présent n'étaient pas connus du public, qui là maintenant le sont, avec les conséquences que vous venez de décrire dans certains cas, mais il y a un effet partout dans le monde, hein, dans tous les pays, il y a au moins on va dire une brebis galeuse qui est directement visée avec des démissions en Angleterre, Ehud Barak, l'ancien Premier ministre israélien qui est sur la sellette, une ancienne ambassadrice à l'ONU en Norvège qui a démissionné de ses fonctions actuelles. Bref, il y a un effet Epstein qui est en train de se manifester. Et la vraie question aujourd'hui, à l'heure où ces dossiers ont été publiés, c'était quel était l'intérêt de Donald Trump de les publier. Pourquoi ? Parce que lui figure dedans à plusieurs milliers de fois. Tout comme Elon Musk d'ailleurs, tout comme Steve Bannon aussi, qui a quand même fait des affaires avec Epstein pendant très longtemps. Voilà. Et si on reprend la genèse de l'affaire Epstein, du rapport, on va dire, entre Epstein et Donald Trump, on se rend compte que pendant sa campagne des dernières élections, Donald Trump avait fait de la publication des dossiers Epstein, en parallèle de la publication des dossiers sur l'affaire Kennedy, une promesse de campagne. Et une fois arrivé et installé à la Maison-Blanche, on s'est rendu compte que Donald Trump était plus très très chaud pour publier ces documents. Il l'a dit et répété, c'est de l'histoire ancienne, l'Amérique doit passer à autre chose. D'ailleurs, en publiant ces documentaires, il a dit « il faut passer à autre chose, arrêtez de vous intéresser ». Alors que non, les gens ont envie quand même de regarder ce qu'il y a dans les dossiers Epstein, et ce qui s'y voit est quand même édifiant à bien des titres. Et donc là, Donald Trump ne pourra pas effacer les conséquences de ce dossier. Mais on peut se poser la question, pourquoi les publier et pourquoi maintenant ? Si on réfléchit à une chose, c'est que il y a déjà le départ où Trump est impliqué avec Epstein. Trump connaît Jeffrey Epstein dans les années 80 à 90, une époque dont il faut resituer le contexte. C'est une époque où l'argent coule à flot aux États-Unis. C'est l'époque des Golden Boys de la finance, incarné par le fameux Patrick Bateman dans American Psycho, joué magnifiquement par l'acteur Christian Bale. American Psycho, best-seller à l'époque, écrit par l'écrivain Bret Easton Ellis, qui symbolise une époque. C'est l'époque de l'argent roi, c'est l'époque de la toute-puissance de Wall Street, c'est l'époque des milliardaires. Et Donald Trump, alors le Golden Boy, c'est Jeffrey Epstein, et le milliardaire de l'immobilier, ça va de pair, c'est Donald Trump. Forcément, à cette époque-là, les deux fréquentent les mêmes cercles, évoluent dans les mêmes clubs, ils ont tous un appartement à New York et une résidence secondaire en Floride. Résidence secondaire qui deviendra pour Donald Trump sa résidence principale, à Mar-a-Lago. Jeffrey Epstein passe aussi énormément de temps à Palm Beach, très très proche de Mar-a-Lago. Leurs propriétés sont espacées d'environ 3 km l'une de l'autre. Ils ne sont pas
stricto sensu voisins, mais ils sont très proches. Et donc évidemment, à cette époque-là, les puissants, les riches, fréquentent les mêmes clubs, vont dans les mêmes endroits. Et qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, c'est que Jeffrey Epstein a développé déjà sa structure qui lui permettent d'assouvir tous ses vices et ses pulsions pédophiles dans sa villa de Palm Beach, dans laquelle il attire des jeunes filles pauvres, leur promettant de les faire travailler et finalement sur lesquelles il pratique ses sévices, leur demandant ensuite de ramener des copines à elle, et il va développer un véritable réseau de jeunes filles qu'il va mettre à disposition de puissants, de ses amis, etc., de façon à, in fine, les faire chanter. C'est comme ça que Epstein va construire son univers qui va comporter plusieurs endroits: Palm Beach, l'appartement de New York, l'appartement de Paris, un passage à Marrakech qui mérite encore d'être éclairci, et surtout, en haut de la pyramide, la fameuse île maudite dans les îles Vierges américaines, dans laquelle, finalement, il attire des grands de ce monde qui se retrouvent quelque part sur une île avec des femmes, avec des jeunes filles. Clinton y va, Stephen Hawking, Bill Gates, Michael Jackson, et même des gens incroyables qu'on a retrouvés dans les Epstein Files. Noam Chomsky, par exemple, intellectuel d'extrême gauche américain, etc., très connu pour sa critique du pouvoir aux États-Unis, qui se retrouve associé avec sa femme à Epstein dans cette fameuse île. Et donc voilà. Donc Epstein va développer tout ça autour de lui. Est-ce que Trump est au courant ? Rien ne l'indique. Trump va en effet emprunter le jet privé d'Epstein, celui qu'on appelle le Lolita Express, le bien nommé Lolita Express. Il va l'emprunter pour faire des trajets, il y a au moins 7 fois, pour faire des trajets entre Miami et New York, Miami. À aucun moment, Trump ne l'emprunte, selon les renseignements, pour aller sur l'île. L'axe de défense de Trump, et c'est très important de le rappeler, c'est « je n'ai jamais été sur l'île d'Epstein », contrairement à d'autres, contrairement à Bill Clinton. Ça, son axe de défense. Il y a aussi, ce qui plaît dans la faveur de Trump, le fait que le comportement d'Epstein va donner lieu à un premier procès qui va être très difficile à monter, parce que Epstein ne se contente pas d'arroser celles qu'il prostitue, celles qu'il viole, celles qu'il met en esclavage. Il ne se contente pas de leur donner de l'argent, il lui donne de l'argent à toute la sphère d'influence autour de lui. À Palm Beach, il corrompt la police, il corrompt les juges. Et finalement, c'est une enquête du FBI qui va permettre au cas Epstein de prendre de l'ampleur. Sinon, à mon avis, il aurait été relégué, les plaintes n'auraient jamais donné suite à un procès. Donc il y a un premier procès. Le procès, il a lieu en 2006, où in fine, Epstein est condamné à une peine minimale pour sollicitation de mineurs. 2 ans plus tard, en 2008, il est inscrit au fichier des délinquants sexuels. Et ce qui est très intéressant, c'est que 2006-2008, et Donald Trump, la rupture a lieu en 2007, au nom d'une agression commise par Jeffrey Epstein sur une jeune fille, membre d'un club auquel appartenait Donald Trump et lui-même. Donc ça veut dire que Donald Trump quitte Epstein, je vais dire, au bon moment. Au moment où il est condamné, alors que d'autres vont continuer à l'exonérer. Vous avez des gens comme Richard Branson, par exemple, Noam Chomsky, qui, quand il est condamné, lui adresse un papier du Wall Street Journal incroyable, qui montre que tous ces gens ont adressé à Epstein, sont venus au secours d'Epstein après sa condamnation, lui proposant leurs propres avocats, lui proposant des méthodes pour laver son image dans la presse, disant « on est avec toi, on t'aime ». Le charisme d'Epstein est assez fascinant quand on y réfléchit, pour que des gens continuent à se corrompre avec lui après qu'il ait été condamné pour des affaires de mœurs. Donc je vous dis, voilà, des personnalités, des directeurs de banque, etc., qui veulent à son secours. Donc lui, Trump, il part assez tôt.
Et les autres, après, vont continuer à avoir finalement des relations avec Epstein, qui va continuer finalement à utiliser son appartement de New York pour corrompre des puissants. Le prince Andrew y apparaît 4 fois avec des jeunes filles autour de lui, assis, allongés sur une jeune fille. Enfin bref, les jeunes filles, on ne les voit pas. Hein. Vous savez, elles sont cachées par des carrés noirs, mais on devine bien aux bras ou aux jambes qu'elles sont très jeunes, pour certaines. Et ça, c'est très très dérangeant. C'est encore peut-être plus dérangeant que de les voir en réalité. Mais voilà, donc le prince Andrew, lui, est corrompu. L'appartement de Paris, il va servir à Epstein toujours pour des affaires avec Epstein. Les affaires et le plaisir sont toujours liés. Et l'idée étant de faire tomber un certain nombre de puissants dans le mode de vie d'Epstein pour ensuite garder des traces et faire des dossiers. Voilà. Et ce qui va se passer avec l'appartement parisien, le cas le plus accablant, c'est Peter Mandelson. Peter Mandelson étant un lord élu à la Chambre des Lords, parti travailliste, qui a été l'année dernière, entre janvier et juin, ambassadeur britannique à Washington, c'est pas rien, et qui apparaît dans l'appartement parisien en slip kangourou, avec un iPad et une jeune fille en peignoir juste à côté. Enfin, tout ça est absolument pas équivoque. Mandelson va se corrompre encore plus pour aider Epstein, allant jusqu'à lui transmettre des emails adressés au Premier ministre britannique, à l'époque Gordon Brown, jusqu'à faire pression sur le ministre de l'économie britannique. Bref, il va aller très loin, et c'est pour ça qu'il a choisi de démissionner. Sa démission ayant entraîné hier la démission du chef de cabinet de Keir Starmer, qui lui-même se retrouve extrêmement fragilisé. C'est-à-dire que le gouvernement britannique et son Premier ministre pourraient tomber en raison de l'affaire Epstein dans les jours ou dans les semaines qui viennent. Donc c'est une conséquence assez incroyable de cette révélation. Et là, Donald Trump, pour répondre à votre question, c'est pas qu'il est blanchi. Il a fréquenté Epstein, il y a des photos de lui. Autour de lui, il y a des jeunes filles, mais on le voit à aucun moment en train d'embrasser une jeune fille. On le voit en train d'embrasser une femme blonde, mais qui a l'air d'un certain âge. Que Donald Trump ait eu des mœurs légères à ces époques-là n'étonne personne. Et remettons-nous dans le contexte des années 90. Les puissants avaient des top modèles autour d'eux. D'ailleurs, Melania Trump a été introduite à Trump pendant ces années-là, peut-être par Jeffrey Epstein. En tout cas, on est dans le même cercle avec cette attirance pour les femmes slaves de l'Est. C'est typique des années 90, typique de Trump, mais ça n'indique pas que Trump ait eu des relations avec des mineurs, ça n'indique pas que Trump ait participé à des orgies sur l'île, et c'est là où la limite se fait, et c'est là-dessus que Donald Trump calcule. Rappelons, pour finir, que sur cette question, que Donald Trump, en fait, est apparu comme un peu contraint et forcé de sortir le dossier Epstein. D'abord, parce qu'il avait sorti le dossier Kennedy, qui a montré une implication de la CIA quand même assez importante, sans apporter la preuve que la CIA ait téléguidé l'assassinat de Kennedy, mais en tout cas, on a pu se rendre compte qu'en gros, Kennedy dérangeait fortement à l'époque. Là, ça veut dire qu'il aurait tenu à moitié sa promesse de campagne. Et qu'est-ce qui s'est produit ? Souvenez-vous, un des points principaux de la brouille entre Elon Musk, qui a fait partie du gouvernement au début, qui a quitté le gouvernement et qui s'est brouillé avec Trump, ça a été la non-révélation des dossiers Epstein. Elon Musk fait un tweet qu'il a retiré par la suite, mais que tout le monde a vu. Donald Trump est dans les dossiers Epstein. C'est pour ça qu'il ne veut pas vous les communiquer. Incroyable, une bombe à l'époque. La Maison-Blanche a regretté les propos, a dit pourquoi. Donald Trump a dit que Elon Musk, son ami, avait perdu la tête. Ce qui est intéressant, c'est que depuis, ils se sont réconciliés. On les a vus à un mariage ensemble, il n'y a pas longtemps. On n'est pas loin du grand pardon, en fait. Et en réalité, Musk a communiqué énormément sur le dossier Epstein, immédiatement après
leur publication pour dire moi j'ai rien à voir avec ça. Il a essayé de m'avoir dans son île, il a essayé de m'avoir chez lui. J'ai été trop occupé avec X, avec SpaceX, avec toutes mes boîtes, et le week-end je m'occupe de mes enfants. Voilà. Voilà, ça a été l'axe de défense immédiat d'Elon Musk. Un peu comme s'il s'attendait à ce déballage en cascade et avec les conséquences qu'on connaît. Et Trump, lui, a continué à dire bon, voilà, mais maintenant il faut passer à autre chose. Ce qui me laisse penser, moi, que les deux sont un peu complices dans cette histoire et que quand on regarde qui est atteint par les dossiers Epstein, c'est essentiellement le Parti démocrate. C'est pour 80% des gens qui détestent Trump. Les travaillistes britanniques, quelque part aussi en France, des gens comme Jack Lang, quelque part aussi, puisque Emmanuel Macron est cité, même s'il n'y a pas de preuve que Emmanuel Macron ait répondu aux sollicitations d'Epstein, il y a eu des sollicitations d'Epstein envers Emmanuel Macron. Donc en fait, ce dont on se rend compte, c'est que Trump, et c'est pour ça qu'à mon avis Trump a décidé de publier ce dossier, c'est que ça constitue une charge impitoyable contre tous ceux qui dénoncent. Trump a décidé de s'attaquer à l'État profond. Epstein est l'État profond. Voilà. Régis, on l'a dit en début de vidéo, mais Jack Lang a donc démissionné de l'Institut du monde arabe. Est-ce qu'aujourd'hui, en France, ça va être la seule personnalité à payer les conséquences de ses relations avec Epstein ? Alors, en France, je n'en sais rien. On va peut-être encore découvrir d'autres emails, mais je sais que ça a été quand même relativement scruté. Il est difficile, aucun homme politique français n'a mordu véritablement à l'hameçon Epstein, comme des Britanniques comme Lord Mandelson ou le prince Andrew. Mais la preuve, quand Epstein tente de se rapprocher de Bruno Le Maire, alors, à l'époque où il était ministre de l'économie, il utilise un intermédiaire émirati à Paris. Finalement, la rencontre a lieu avec un ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, qui s'appelle Olivier Colomb, qui est très impliqué pour le coup, lui, avec Epstein. Et la rencontre a lieu à New York, dans l'appartement d'Epstein, sauf que Bruno Le Maire ne sait pas que c'est l'appartement d'Epstein, et on lui a promis d'aller à une réunion de financiers à New York. Ce n'est rien d'extraordinaire. Et quand Bruno Le Maire, c'est là que c'est très intéressant, quand Bruno Le Maire s'aperçoit qu'il y a Jeffrey Epstein parmi les gens qui sont dans la maison, prudemment, il fait machine arrière et il quitte l'appartement. C'est très intéressant parce que ça veut dire que Bruno Le Maire est au courant de la réputation d'Epstein. C'est-à-dire que Bruno Le Maire ne veut pas être associé en tant que ministre de l'économie à Epstein. Et là ça révèle beaucoup de choses. Ça veut dire que beaucoup de gens savaient ce que représentait ce type, étaient au courant. Il y avait eu le procès de Jean-Luc Brunel, ancien homme d'affaires dans le domaine du mannequinat, condamné pour viol sur mineur et fournisseur d'une partie des filles pour Epstein. L'association entre Brunel et Epstein avait été d'ailleurs mise en évidence pendant le procès, pendant l'affaire Epstein. Et donc, on savait. Simplement, un certain nombre de personnes se sont prudemment et n'ont pas voulu donner suite. Epstein avait fait un don à la maison Hermès également, qui avait refusé ce don en raison de la réputation d'Epstein. Parce que Epstein arrosait tout le monde, comme je le dis. Il était extrêmement généreux. C'était comme ça qu'il a construit son réseau. C'est comme ça qu'il a réussi à corrompre des gens, à les faire venir chez lui. Et donc là, en France, c'est beaucoup plus difficile. Jack Lang, ça va plus loin, puisqu'il y a une dimension familiale dans la relation que Lang a avec Epstein. Il ne se contente pas d'emprunter la voiture et le chauffeur d'Epstein quand celui-ci n'est pas à Paris, ce dont Lang abuse énormément. D'ailleurs, on comprend bien qu'il est radin comme c'est pas permis, et que plusieurs fois, il redemande avec des circonvolutions, des tournures de phrases. « Mon cher ami, est-ce que je pourrais, s'il te plaît, encore quelques jours emprunter ta voiture et ton chauffeur ?» Voilà, ça montre une facette de Jack Lang qui est s'il en est,
pas terrible, mais je me demande quelle facette de Jack Lang est vraiment à mettre en avant en ce moment. Mais en tout cas, on a l'impression que, bon, voilà, ça va être un peu un par pays pour le moment. Ehud Barak, extrêmement corrompu avec Epstein, avec des choses proposant de faire venir des Russes, des Juifs d'origine russe, pour renouveler le pool, renouveler en fait... la population en Israël, enfin des trucs, voilà. Dans chaque pays, voilà, il y a un mouton noir. Maintenant, il reste 2,5 millions de dossiers. Que contiennent-ils? Est-ce que ces dossiers vont venir encore accabler ou révéler des nouvelles choses? Ce qu'on sait, c'est que voilà, il y a une élite mondiale qui fonctionne à huis clos, en circuit fermé, et que cette élite mondiale, eh bien, elle était dénoncée par les complotistes, et aujourd'hui, on se rend compte que les complotistes qui la dénonçaient avaient pour partie raison. Pour terminer, Régis, on l'a vu un peu partout, mais ces derniers jours, la France a alerté sur la montée des violences sur les mineurs, avec de nombreuses agressions recensées la semaine dernière. À quel point, aujourd'hui, le constat est grave? Mais il est très grave parce que ce traitement des mineurs a été, on va le dire, culturel. Pendant les années 90, les mineurs, en fait, la question des mineurs n'était même pas soulevée. C'était l'époque où on héritait finalement de la philosophie de post-68arde, incarnée dans ces fameuses tribunes dans Libération, appelant à la reconnaissance de la pédophilie, à la diminution de l'âge du consentement, qui ont été signés par Foucault, Sartre, Jack Lang et d'autres. On continuait à participer de cette philosophie dans laquelle il n'y avait aucune protection de l'enfance. Ce qui est salutaire dans ce qui se passe actuellement, c'est que la question de l'exploitation des mineurs, quel qu'il soit, c'est un no-go. Et que cette affaire Epstein, comme l'affaire Morandini au demeurant, va venir renforcer cet aspect et peut-être garantir plus encore la protection des enfants. Parce que s'il y a bien un domaine dans lequel on doit être absolument intraitable, c'est celui-là. Et voilà. Et là, on a devant nos yeux, avec ces documents, la démonstration que pendant des décennies, la protection des mineurs et des très jeunes n'a absolument pas été garantie. Merci Régis. Merci Joséphine.